bienvenue de Washington, D.C. et nos meilleurs souhaits du Centre des études africaines à tous nos partenaires de plus de 60 pays qui sont inscrits pour le programme d'aujourd'hui, le domaine spatial et le paysage sécuritaire de l'Afrique. Je m'appelle Dr. Nate Allen. Je suis le directeur donc de la programmation universitaire sur ces questions. Avant de continuer avec notre programme, j'aimerais brièvement passer la parole au doyen du Centre de l'Afrique, le Centre africain pour les études stratégiques. À vous. Merci beaucoup, docteur Allen. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup pour avoir pris ce temps pour être avec nous aujourd'hui et pour votre intérêt. C'est donc dans ce programme si important. Comme l'a dit le docteur Allen, je m'appelle docteur Assis Balaki, je suis le doyen euh, du Centre africain pour les études stratégiques. Vous connaissez peut-être notre centre, mais j'aimerais réintroduire ou représenter notre institution à ceux qui ne connaissent pas ce que nous faisons. Aujourd'hui, c'est notre 25e, cette année, pardon, c'est notre 25e anniversaire. Nous avons été établis par le Congrès en 1999 pour pour l'étude des études stratégiques apparentées à l'Afrique, étant donc un forum pour la recherche, la communication, l'échange des idées. Afin d'accomplir cette mission, nous avons élaboré notre déclaration de mission, faire avancer la sécurité africaine en élargissant, en approfondissant la compréhension, donnant donc une plateforme pour le dialogue, renforçant les partenariats et catalysant les solutions stratégiques. Nous sommes organisés autour de trois piliers pour exécuter notre mission. Premièrement, les affaires académiques organisent des séminaires, des ateliers, des événements comme celui-ci. Deuxièmement, la recherche et les communications stratégiques. Si vous ne connaissez pas notre site web, je vous encourage vraiment de le consulter, de l'utiliser comme ressource. Nous avons des publications en français, portugais, dans d'autres langues, aussi bien que des infographiques et des spots et principalement les affaires d'anciens participants. Nous établissons, nous renforçons les partenariats et cela est très important à notre mission. Je suis ravie de voir que nous ayons tant d'anciens participants et étudiants de César qui nous rejoignent aujourd'hui. Notre réseau des anciens étudiants et participants est vraiment la grande force de notre centre. Nos rapports avec vous nous gardent vraiment concentrés sur les questions sécuritaires les plus importantes et nous gardent vraiment actualisés. Je suis vraiment heureux que nous soyons en mesure de vous offrir ce webinaire aujourd'hui. Il y a beaucoup de discussions et de reconnaissance des liens entre l'espace et le paysage sécuritaire de l'Afrique. Merci de partager ce temps avec nous aujourd'hui. Je m'attends avec impatience à un webinaire très participatif et intéressant. À vous, Dr. Alan. Merci beaucoup, Dr. Malakiach, pour cette introduction. Il y a quelques chiffres que j'aimerais que vous reteniez de ce webinaire. Premièrement, 100. C'est le nombre de kilomètres au-dessus de la surface de la Terre que le domaine de l'espace ou le domaine spatial commence. Pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, peut-être que cela vous semble trop distant pour vraiment compter dans la façon que vous confrontez les menaces qui sont basées sur la Terre, les réseaux criminels ou d'autres menaces. Mais si vous retenez quelque chose de ce webinaire, c'est que les défis sécuritaires de l'Afrique ont vraiment de plus en plus de liens avec cet espace autour, au-dessus de la Terre. 30 000 $. Deuxième, donc, chiffre, c'est
ce qu'il faut ou il fallait pour lancer 1 kilogramme dans l'espace à peu près il y a une décennie. Maintenant, ce coût est de 1 500 $ et sera 500 quand SpaceX Starship entrera en service. Cela représente une diminution de 60 fois dans un peu plus qu'une décennie. Troisièmement, chiffre final, 17. C'est le nombre de pays africains qui ont déjà lancé des satellites dans l'espace. Et dû à ces coûts en diminution, ce chiffre va probablement croître très rapidement. Oh, pardon, et donc, les lancements sont normalement pour des raisons commerciales. Les implications sécuritaires sont une raison pour lesquelles les pays africains s'engagent davantage en espace. Mais l'infrastructure de technologie de communication en Afrique dépend beaucoup sur les systèmes GPS et les réseaux de communication spatiaux et pourrait être complètement perturbée par des prestataires de services Internet qui entrent en jeu avec des guerres d'étoiles ou Star Wars comme MTN et autres. Certains pays africains possèdent déjà des renseignements, des surveillances et reconnaissances et la gestion de catastrophes dans le domaine spatial et vous allez probablement voir une prolifération de ces capacités à l'avenir. Finalement, comme conséquence du conflit en Ukraine, des petits satellites en orbite basse deviennent des prestataires de communication militaire sécurisés. C'est une des raisons pour lesquelles on voit une prolifération rapide de SpaceX, Starlink et peut-être d'autres concurrents bientôt. Donc, les effets du domaine spatial sur les résultats sécuritaires en Afrique, peut-être que ces résultats ne sont pas visibles, mais l'espace joue déjà un rôle important dans ce paysage sécuritaire, un rôle qui va probablement croître à l'avenir. Pour nous aider à mieux comprendre ces implications sécuritaires, je suis ravie d'être rejoint par 3 panélistes énormément distingués. Premièrement, nous avons Monsieur Timodaya Onyusun. Je vais parler de son expérience. Vous avez accès à leur biographie sur notre site web. Monsieur Onyusun est le fondateur et le directeur général de Space in Africa, la principale société d'intelligence économique qui façonne l'avenir de l'industrie spatiale et satellitaire africaine. Monsieur Onyusun a beaucoup contribué à ce secteur spatial et il a donc été chercheur Carmen et aussi donc lauréat du prix for Africa 30 Under 30. Il est souvent recherché dans différents réseaux tels que BBC, CNN, Forbes Africa, Voice of America et CNBC, parmi d'autres, où il fournit des informations sur les programmes spatiaux et satellitaires africains et une analyse des mêmes thématiques. Deuxièmement, nous avons Dr. Zolana João. C'est le directeur général du Bureau national de gestion du programme spatial de l'Angola. Il a donc supervisé le lancement de 2 satellites, ANGOSat 1 et 2, et a joué un rôle clé dans la conception de la stratégie spatiale de l'Angola. Précédemment, Dr. Jao était le directeur de l'Institut angolais des communications. Finalement, nous avons avec nous le général de brigade Hilary Kib-Koskei, qui est aussi un ancien participant et étudiant du CESA. Il est le directeur général de l'Agence spatiale kenyane. Il a 30 ans de service dans l'armée de l'air kenyane et inclut comme attaché de défense pour le Kenya ici à Washington. Sous sa direction, l'Agence spatiale kenyane a donc réalisé sa première exposition en 2022 et a rejoint d'autres nations africaines en lançant sa première satellite. Nous sommes vraiment enthousiasmés de vous recevoir ici. Et premièrement, nous avons une question pour vous, Monsieur Newson. Vous êtes parmi
les premiers experts qui ouvrent cet espace ou ce domaine spatial en Afrique et vous avez suivi la participation croissante de l'Afrique dans les questions spatiales et l'importance croissante de ce domaine spatial pour l'Afrique. Pour ceux qui sont peut-être sceptiques qui nous ont rejoints aujourd'hui, pourquoi pensez-vous que l'espace est important du point de vue de la sécurité nationale? Et pourquoi la sensibilisation au domaine spatial est-elle importante pour les dirigeants et les professionnels du secteur de la sécurité en Afrique? Merci beaucoup, Dr. Nate. L'espace est critique à la sécurité nationale pour les pays africains d'une façon qui va bien au-delà des opérations de défense traditionnelles. Dans un monde interconnecté où la technologie avance rapidement, les actifs spatiaux sont vraiment au fondement de l'infrastructure sécuritaire et vraiment de la résilience plus généralement. Et donc, l'espace est très important pour les pays africains, pour la croissance économique, le développement durable, mais aussi pour la sécurité. Les satellites sont vraiment essentiels pour une variété d'applications de défense. Il y a toutes les capacités de communication, surveillance, navigation et les systèmes d'avertissement précoce qui sont critiques pour la coordination et l'exécution des opérations sécuritaires efficaces dans des régions avec de grandes masses terrestres, des frontières ou des zones qui sont difficiles d'atteindre, la surveillance par satellite, la collecte de données qui soutient ou qui soutiennent la surveillance, les efforts anti-terrorisme, anti-piraterie. Au-delà de la défense, la technologie spatiale est importante pour la résilience climatique et d'autres aspects. Il y a donc avec le climat, il y a les inondations, les incendies et autres qui peuvent déstabiliser les communautés et vraiment épuiser les ressources, menant à des préoccupations sécuritaires. Il y a aussi la possibilité avec les satellites de suivre ces tendances et on peut aussi avoir des temps de réponse plus rapides. Aujourd'hui, on se concentre en Afrique sur le développement durable et les bénéfices économiques. Le rôle des technologies spatiales dans le maintien de la sécurité nationale ne peut pas être trop souligné. Les satellites qui sont disponibles de différents prestataires de la Commission européenne, par exemple, ou autres, tout ceci joue des rôles critiques pour les questions sécuritaires autour de l'environnement, de la gestion des catastrophes et de la surveillance en Afrique. Le rôle des communications sécurisées dans la sécurité nationale a donné lieu à ce que des pays tels que l'Angola, l'Égypte, le Nigeria et l'Algérie, donc, les amener à acquérir une infrastructure de communication. Le Nigeria a même établi donc des agences nationales pour l'espace afin d'assurer la sécurité interne par le biais des satellites, assurer l'utilisation pacifique des opérations spatiales tout en incluant la surveillance, la navigation, la protection et l'analyse des renseignements spatiaux. Ces infrastructures offrent aussi des communications sur le climat, des renseignements par le biais des opérations de sécurité. Mais il y a un composant critique de l'utilisation de ces technologies pour la sécurité. Les pays africains ont lancé jusqu'à 60 satellites jusqu'à présent, mais la majorité de ces technologies a été donc fabriquée par des pays étrangers, donc la dépendance sur la Chine, l'Europe, les États-Unis dans le développement de ces infrastructures critiques qui sont vraiment là pour protéger la sécurité nationale soulève des préoccupations de sécurité. La guerre en Ukraine, la réaction de l'Occident a donc eu des résultats et des conséquences dans le secteur spatial avec donc la technologie et la souveraineté des données. Par le passé, beaucoup de pays étaient donc à l'aise avec la technologie, de cette technologie
et de ces informations, de ces renseignements. Maintenant, il y a vraiment une poussée vers donc une approche plutôt indépendante. Il y a des contraintes avec l'accès à ces technologies. Il y a par exemple différents types de données synthétiques et autres. Et tout cela affecte la façon que les pays africains peuvent exploiter les technologies spatiales pour vraiment répondre à leurs besoins de sécurité. Cela donne lieu à des opportunités pour d'élargir des partenariats existants et des alliances avec des partenaires. Alors, si l'Occident ne veut pas vendre ces technologies à certains pays, il y a une tendance à aller autre part. Et cela affecte notre secteur de l'espace en Afrique. La sensibilisation, donc, se réfère à vraiment comprendre, suivre différents objets, par, que ce soit des satellites ou des objets non identifiés. Pour les pays africains, cette conscience du domaine spatial est une priorité émergente. De- avec le nombre de pays africains qui lancent les satellites, la conscience, la connaissance de ce domaine spatial est vraiment devenue critique. Cette conscience accrue donc, contribue aussi à l'indépendance sécuritaire de l'Afrique et renforce ses compétences géopolitiques. Merci beaucoup, Timanayo. C'était une vue générale très importante des utilisations, des enjeux, des intérêts sécuritaires que les gouvernements africains ont de plus en plus dans ce domaine spatial. Maintenant, nous aimerions faire entrer certains de ces pays eux-mêmes. J'aimerais passer à Dr. João encore une fois pour nous donner, maintenant pour nous donner une idée de ce que fait l'Angola et la façon que l'Angola voit les questions identifiées par Monsieur Oniusion. La stratégie actuelle de 2016 à 2025 en Angola identifie la surveillance, la gestion des catastrophes et la sécurité euh, frontalière comme façon que l'observation spatiale contribue à la défense et à la sécurité de l'Angola. Pouvez-vous nous parler des progrès qui ont été réalisés dans le traitement de ces questions dans le cadre de la stratégie spatiale actuelle de l'Angola et donnez-nous des idées quant à comment vous voyez ces considérations évoluer ou changer dans la prochaine stratégie spatiale de l'Angola? Et j'imagine que cela sera bientôt. À vous, Dr. João. Merci, merci tellement, vraiment. C'est un plaisir d'être avec vous. Mes salutations au doyen Malakiech et mes grands frères africains, Timelayo et le général de brigade Hilary, qui font un merveilleux travail dans ce domaine. Et toutes ces personnes qui sont ici dans ce webinaire. C'est une très bonne question. J'aimerais juste dire que je pense que Temidayo a vraiment identifier deux éléments critiques. Premièrement, le défi des communications en Afrique aujourd'hui et l'imagerie satellitaire de haute résolution. C'est clé pour la sécurité. Vous ne pouvez pas avoir de renseignements avec des imageries de moyenne ou de basse résolution. Mais si vous regardez le continent, Temidayo vient de nous dire que nous avons lancé 60 satellites, mais aucun de ces satellites n'est de haute résolution. Nous dépendons vraiment complètement sur les pays étrangers pour nous fournir ces images de haute résolution. Cela est critique. Ça veut dire que les programmes spatiaux ne sont pas conçus pour soutenir nos actions de sécurité sur le continent quand il s'agit de l'observation. Vous l'avez bien présenté. Dans notre stratégie spatiale, nous avons identifié qu'il fallait se pencher de très près sur la conception de ce programme spatial. Premièrement, il y a la communication. Un peu plus de 16% des Afriques sont sur Internet. Cela veut dire que plus que 600 millions d'Africains sont là, mais ne comprennent pas de quoi on parle et n'auront pas accès à ces informations.
Si on pense aux aspects sécuritaires, c'est encore pire. Alors, ce que notre stratégie spatiale a pu faire, après des décennies, nous avons lancé 2 satellites de communication, OGOSat 1 en 2017. Très bonne leçon tirée. C'est vraiment le premier satellite de son genre qui est la propriété donc d'un pays africain. Plus de 400 000 Angolais et certains autres Africains ont été connectés à Internet. Et si vous pouvez vous imaginer, Arlène, juste pour nous arrêter là, pour vraiment souligner le fait, pouvez-vous croire que la majorité des pays africains aujourd'hui sont complètement dépendants de ces satellites de communication étrangère, surtout pour les zones rurales? Cela n'a pas de sens. Alors, sur 55 pays, juste 4 pays ont leur propre satellite de communication. Et l'Angola est très fier d'être un de ces pays. Le, le deuxième point, c'est dans le domaine stratégique. La majorité des pays africains ont construit plus de satellites, mais aucun de ces satellites est de haute résolution. Nous avons établi un partenariat avec nos alliés. Nous avons un accès complet à cette imagerie de haute résolution. Et là, nous avons beaucoup plus de facilité à soutenir nos opérations. Parce que quand il s'agit du contrôle frontalier ou de la gestion des catastrophes, juste ces images de haute résolution spéciales peuvent vous donner la réponse. Parce que les informations précises et opportunes dans ces cas est vraiment clé. Si nous pensons à l'avenir de nos stratégies spatiales, nous venons d'acquérir un nouveau satellite de Earth Observation Anjo 1. Nous venons d'acquérir un nouveau satellite et nous allons bientôt construire des premiers satellites de ce genre en Afrique. Pourquoi avons-nous poursuivi cette stratégie? Parce que nous voulons continuer avec notre stratégie, c'est-à-dire d'être vraiment un leader en Afrique dans ce domaine. Avec ce satellite, nous allons pouvoir cartographier plus de 100 000 donc, images satellitaires par semaine, de sorte à pouvoir cartographier avec précision différents secteurs de l'Angola. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, docteur Jao. C'était excellent. Je ne suis pas expert sur les questions spatiales. Je suis plutôt expert dans le domaine cybernétique, mais je vois beaucoup de parallèles et ce désir des pays en Afrique d'avoir non seulement plus de capacités, mais aussi de pouvoir contrôler ou maîtriser davantage l'utilisation de ces capacités. Maintenant, général de brigade de Kipkoske, je sais que comme votre homologue en Angola, Kenya est aussi axé sur le fait d'exploiter de mise à profit le domaine spatial, surtout pour les défis sécuritaires, lors de la mise en orbite, plutôt lors du lancement du plan stratégique 2023-27 de l'Agence spatiale kenyane. Le rôle de l'espace dans le soutien aux agences de sécurité nationale par le biais de la connaissance de la situation, de la gestion des catastrophes et de la surveillance de l'environnement ont été mises en évidence. Pourriez-vous donc nous en dire plus sur la façon dont l'espace devient un élément de plus en plus crucial de la sécurité nationale du Kenya et sur la façon dont le plan stratégique 2023-2027 abordera ces éléments? Oui, merci. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, à remercier le doyen Malakias et le docteur Allen et le Centre César de m'avoir invité à participer à ce webinaire à propos d'un sujet qui est si important. C'est un grand plaisir d'être ici et de partager mes perspectives à propos de ce domaine. Je suis aussi ravie de rencontrer mes frères euh, euh, Jao et Temidayo. J'aimerais commencer en disant que le point focal ou principal de notre plan stratégique, c'est de promouvoir le développement national et d'améliorer la sécurité nationale. Et notre approche cherche à être holistique et en promouvant la croissance de ce secteur, nous poursuivons non seulement le développement de l'infrastructure, mais aussi nous voulons également favoriser un écosystème propice aux startups et au commerce dans notre
pays. Et donc, nous avons mis l'accent sur plusieurs secteurs, y compris l'agriculture, la sécurité alimentaire, gestion des ressources naturelles, l'aménagement du territoire, le suivi environnemental et atténuation des risques climatiques. Et maintenant, pour revenir à la question spécifique, nous avons un certain nombre d'interventions qui visent à développer ou à améliorer nos capacités pour appuyer la sécurité nationale, comme vous l'avez déjà dit, sur les questions de connaissance de la situation, gestion des catastrophes et la surveillance de l'environnement. Et en termes des points plus précis, sur la connaissance de la situation, nous avons des zones très vastes le long de nos frontières avec nos voisins et surtout dans les zones où il y a des troubles et des conflits. Et nous suivons également les activités dans le domaine maritime, y compris suivi ou surveillance de la pêche illégale ou contrebande et trafic des stupéfiants. Et nous essayons d'établir une meilleure surveillance en temps réel avec un centre de renseignement et de surveillance. Et nous pouvons donc utiliser les algorithmes et améliorer nos capacités de surveillance avec ce système. Ce système va obtenir des données à propos de plusieurs sources et capteurs, y compris des satellites. Sur la question de la gestion des catastrophes, nous utilisons également les données et une observation et surveillance et observation. Et heureusement ou malheureusement pour nous au Kenya, l'une des plus grandes catastrophes, c'est les cycles prévisibles de sécheresse et d'inondation. Et pour aborder plus précisément la question des inondations, nous utilisons des images à haute résolution pour mieux cibler nos efforts et nos interventions et les données pour développer des cartographies des zones d'inondation afin de pouvoir donner des alertes précoces aux communautés qui vivent dans ces zones à risque. Pour la surveillance de l'environnement, nous utilisons ces données de haute résolution aussi pour mieux guider nos interventions avec des activités telles que sur des questions comme la destruction de l'habitat, suivi des ressources naturelles comme les forêts pour empêcher la destruction de nos forêts et surveiller également les questions liées à l'eau et l'utilisation de la terre et la couverture terrestre et une cartographie des terres. Donc, en résumé, c'est ainsi que nous utilisons cette observation et cette surveillance avec ces données de haute résolution pour euh, mieux suivre ces domaines et ces activités. Et ça, c'est notre priorité pour les 3 prochaines années. Merci, Général Kipkoski. Il y a deux thèmes généraux que vous avez évoqués, notamment le fait que l'imagerie spatiale, comme les radars, imagerie à haute résolution, c'est vraiment crucial pour aider les pays en Afrique de pouvoir avoir une meilleure idée en temps réel de ce qui se passe dans les régions frontalières et aussi euh, pour beaucoup de gouvernements en Afrique. Il est très utile d'avoir quelque chose comme imagerie à haute résolution de pouvoir aider leurs efforts de collecte de renseignements et d'informations. Mais ce que j'ai tiré de ce que vous avez dit aussi, c'est l'importance de la sécurité humaine aussi et d'utiliser les imageries satellites ou à haute résolution, les capteurs à base de satellites pour mieux comprendre le management de la terre, l'utilisation de terrestre, l'utilisation des ressources hydrauliques, ce qui se passe dans le domaine maritime. Ici, on parle beaucoup de la sécurité humaine et il semblerait que c'est vraiment un domaine crucial où l'espace a un grand potentiel pour aider les pays en Afrique à avoir une meilleure idée de comment l'environnement euh, influe sur la situation sécuritaire dans leur pays. Vous avez tous fait un travail excellent pour donner, si vous voulez, euh, un, pour donner le cadre et expliquer pourquoi l'espace est si important du point de vue de la sécurité pour l'Afrique. Il y a évidemment beaucoup d'impacts stratégiques, mais maintenant j'aimerais changer un peu de cap et parler plutôt des risques.
les risques de notre dépendance accrue sur l'espace et aussi les possibilités de partenariat. On a, Comme on a fini avec General Kipkowski, je vais recommencer avec vous pour une deuxième série de questions. Ensuite, on va entamer un débat. Donc, dans quelle mesure la capacité du Kenya à défendre ses biens spatiaux et à exploiter le potentiel stratégique de l'espace dépend-elle de la coopération internationale, du renforcement des capacités? Et quels sont les besoins en matière de renforcement des capacités et les possibilités de partenariat que vous jugez nécessaires pour le Kenya, mais aussi pour d'autres gouvernements en Afrique qui sont dans une position similaire au cours des 5 à 10 années à venir? Merci. La question que vous posez repose aussi sur la capacité de pouvoir défendre ses actifs spatiaux, ses biens spatiaux. Évidemment, c'est un domaine où on doit continuer à déployer plus d'efforts pour renforcer ses capacités spécifiques. Mais pour l'instant, nous essayons de développer ce secteur et pour cela, on dépend énormément de la coopération internationale. C'est essentiel pour développer ces capacités spatiales nécessaires. Le Kenya développe ses capacités et nous cherchons à exploiter ces capacités pour, comme j'ai dit, appuyer davantage le développement économique et améliorer la sécurité nationale. Mais comme j'ai dit aussi, nous mettons l'accent sur les efforts pour favoriser et promouvoir une industrie spatiale qui est toujours dans une phase préliminaire. Et nous ces capacités sont devenues tellement omniprésentes, si vous voulez, qu'on dépende de ces capacités spéciales pour toutes nos vies quotidiennes et cette dépendance est de plus en plus euh, euh, importante, mais à l'exception peut-être des États-Unis, aucun pays ne peut vraiment développer toutes ces capacités à lui seul parce qu'évidemment, les investissements en capitaux sont vraiment significatifs. Donc, il y a un besoin de développer des capacités humaines et techniques, et c'est là où la coopération internationale rentre en jeu et pourrait nous offrir beaucoup de possibilités. Donc, nous recherchons des partenariats viables. Nous ne recherchons pas forcément des solutions commerciales et des produits tout faits. Euh, on aimerait plutôt développer nos propres capacités. Et cela veut dire qu'il faut poursuivre des partenariats qui vont nous aider à renforcer nos capacités de manière crédible. Donc, les partenariats sont vraiment essentiels, ainsi que le besoin de continuer à poursuivre ces efforts pour développer nos propres capacités. Donc, quelles sont les différentes possibilités de partenariat qui pourraient nous aider? Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Le développement de systèmes, c'est l'un des domaines aussi, développement des capacités sur le traitement des données, les analytiques. Il, il y a aussi toute la question de la génie spatiale et création des infrastructures, que ce soit les technologies terrestres ou les satellites et d'autres technologies spatiales. Et je dis cela parce que nous cherchons également à développer une approche plus holistique et d'appuyer les startups. Et cet écosystème propice est vraiment important pour développer notre industrie spatiale. Et c'est là où nous voyons aussi beaucoup de potentiel de partenariat stratégique et aussi les cadres juridiques et politiques, les partenariats pour nous aider à mettre en place un cadre robuste de lois et de réglementations pour attirer plus d'investissements étrangers et aussi des partenariats qui vont nous aider à renforcer les capacités en matière d'assurance à la qualité.
Donc, les possibilités de partenariat pourraient être l'accès aux données. Pour l'instant, nous dépendons principalement sur l'observation satellitaire, satellite comme point d'entrée parce que nous voyons beaucoup de potentiel pour le grand œil, mais aussi pour le grand public. Si les citoyens voient le lien entre l'espace et les activités commerciales ou comme l'agriculture ou les questions de sécurité humaine, c'est important et aussi partage d'infrastructures et des possibilités de partenariat pour les services satellites ou les services à base de satellites. Des stations terrestres ou d'autres technologies et aussi une meilleure connaissance de la situation pour mieux comprendre ce paysage, euh, de sorte que on avance en nos connaissances autour des technologies spatiales. Il faut aussi comprendre l'environnement dans lequel ces systèmes euh, opérer. Donc, je vois ces domaines comme des points euh, et importants pour les partenariats. Merci. Oui, merci. J'aime aussi le fait que vous avez évoqué la capacité humaine ainsi que les cadres juridique et réglementaire, parce que souvent, quand on parle de la technologie, on a cette idée que le transfert de la technologie, comme les imageries, l'imagerie à haute résolution, que ça s'implique. Il y a aussi la capacité de pouvoir analyser et exploiter, utiliser ces technologies, alors que je pense que plutôt les défis confrontés par les pays en Afrique, c'est aussi parfois cet aspect de capacité humaine ou manque de capacité humaine euh, ou le cadre réglementaire et juridique. Donc, on ne peut pas uniquement mettre l'accent sur la technologie, mais aussi mettre l'accent sur la sensibilisation et la capacité de pouvoir gérer, régler ces technologies et les utiliser aussi. Docteur Jao, une question peut-être similaire, mais comme vous représentez l'Angola et l'Afrique dans l'industrie spatiale depuis un certain temps, qu'en est-il ou, euh, de- ou qu'est-ce que vous avez tiré aussi de ce que le général de brigade a dit? Dans quelle mesure la capacité de l'Angola à défendre ses biens spatiaux et exploiter le potentiel de l'espace dépendait de la coopération internationale et du renforcement des capacités? Quels sont les besoins en matière de renforcement des capacités et les possibilités de partenariat que vous jugez nécessaires aussi? Merci, c'est une très bonne question. Et le général Hillary a vraiment exposer les problèmes principaux, non seulement les actifs spatiaux, mais aussi les défis pour pouvoir coopérer, collaborer de manière efficace. Parlant de l'accès spatial, par exemple, il faut comprendre que les satellites et tous ces actifs spatiaux qui sont déjà en orbite, euh, ça, c'est plus ou moins ce que nous voyons en Afrique, c'est question on n'a pas vraiment d'opération dans l'espace profond. Pour nous, c'est uniquement ou presque uniquement tout ce qui est en orbite, à basse orbite, les satellites. Donc, malheureusement, on n'a pas de capacité, comme le général a dit. On n'a pas toutes les capacités et aujourd'hui, on est vraiment très axé sur le développement et de ces domaines et pour entamer des discussions avec les pays développés sur la gestion du trafic de la circulation spatiale, parce qu'avec le nombre accru de satellites mis en orbite en Afrique et ailleurs, de plus en plus de pays euh, euh, lancent des satellites, mais malheureusement, nous sommes dans le noir lorsqu'on est dans l'espace. On n'a pas de capacité pour pouvoir suivre et savoir et surveiller ce qui se passe avec nos actifs en espace. Donc, on essaie de collaborer avec les pays qui ont ces capacités pour partager leurs expériences afin d'apprendre davantage et de pouvoir être en mesure de protéger nos actifs dans l'espace. On a déjà entamé ces discussions et aussi avec les plus grands opérateurs sur le continent pour partager leurs expériences. On a toujours beaucoup d'efforts à déployer dans ce domaine. Et la seule manière d'être plus efficace, c'est euh, d'établir des partenariats plus pragmatiques et intelligents. Qu'est-ce que j'entends par cela? Eh bien, si
vous voyez NASA ou les plus grandes agences spatiales qui ont fait énormément de choses dans l'espace. Ils ont des budgets qui sont 1000 fois plus de ce que nous avons sur le continent. L'un de nos plus grands problèmes, c'est le financement. Et sans financement, on ne peut pas vraiment développer une infrastructure spatiale adéquate. Même si vous avez la volonté politique, vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'aurez pas les fonds. Donc, ce nouveau concept de l'espace, et vous l'avez bien expliqué, c'est ce que SpaceX essaie de faire baisser les coûts par le biais d'une collaboration avec le secteur privé. Eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités aussi pour l'Afrique maintenant. Je pense qu'il faut attirer de plus en plus d'investissements directs étrangers dans l'industrie spatiale sur le continent. Je ne pense pas que les gouvernements en Afrique vont pouvoir financer et continuer à financer ces efforts dans le domaine spatial. La seule façon de pouvoir accélérer euh, 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 ce développement, c'est d'avoir des partenariats et d'avoir des partenariats pour nous aider à construire cette infrastructure. Pour expliquer rapidement, dans l'intérêt du temps, quand on parle du secteur de l'espace, il y a trois secteurs principaux. On a parlé du secteur, on a vraiment la mise en orbite, on n'est pas encore là. Ensuite, au niveau intermédiaire, développement et construction et opération de nos propres satellites. Et on a de plus en plus de pays en Afrique qui opèrent, qui ont leurs propres satellites. Et ensuite, en aval, il y a l'exploitation pour le secteur privé ou pour les services. Et les- l'aspect du renforcement de la capacité est vraiment la clé. Tout ce que vous avez déjà évoqué à propos des politiques, cadres juridiques, etc. Dans tous ces secteurs, nous sommes très en retard, vraiment très en retard en termes d'expertise et de compétences. Je dis normalement, je vais vous donner l'exemple. Si vous n'êtes pas une ingénieure civile, je vais vous donner 1 milliard de dollars. Ça va prendre 10 ou 20 ans pour construire un pont, n'est-ce pas? Mais si vous êtes un ingénieur civil bien formé, je pourrais vous donner 10 millions de dollars. Plutôt, vous allez construire ce pont dans 2 ou 3 ans. Donc, le défi que je vois aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'expertise même pour absorber ces investissements et ces possibilités de financement qui existent. Et donc, euh, il faut aussi parler la même langue parce que, en termes de la technologie, parce que sinon, quand on va négocier les partenariats publics-privés ou au travail avec d'autres pays, on va acheter des pommes plutôt que les bananes. Donc, il faut on est tous sur la même page. Merci, Dr. Allen. Merci. Et ça, c'était beaucoup d'idées, d'analyses très intéressantes. D'un côté, il est clair qu'on vit dans une époque d'accessibilité technologique. On voit de plus en plus la commercialisation de technologies qui ont un impact significatif sur l'ordre international, mais il me semble que l'espace est toujours dans ses jours précoces en termes d'accès, d'accessibilité. Et je pense que ceci rend les questions de renforcement des capacités encore plus urgent. Comme vous avez dit, vous pouvez dépenser quelques milliers de dollars sur un satellite commercial, mais les coûts de formation pour pouvoir utiliser efficacement cette technologie ou l'infrastructure qui doit être en place. Donc, tout cela souligne le besoin urgent de renforcement des capacités. Pour ceux d'entre vous qui pourraient avoir des questions, je vous encourage à continuer ou à commencer à poser vos questions dans le chat. Et parce qu'on va passer à une période de questions-réponses bientôt, mais avant ça, je vais donner la parole à Temidayo pour une dernière question. Les- on a déjà parlé des besoins de capacité. Dr. Jao a parlé de la dépendance accrue sur l'espace et de l'espace et surtout l'interdépendance. Si vous avez quelques pays qui ont déjà des programmes spatiaux et qui doivent gérer beaucoup d'actifs dans l'espace, du moins pour l'avenir prévisible, la plupart de ces pays vont dépendre des uns et des autres pour assurer l'accès pacifique à l'espace euh, et pour être en mesure de pouvoir utiliser ces actifs
dans l'espace. Donc, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde de faire en sorte que le domaine de l'espace reste pacifique, même s'il y a de plus en plus cette dimension de la sécurité nationale. Donc, Temidayo, est-ce que vous pourrez parler des mesures que le gouvernement africain pourrait prendre pour non seulement garantir leurs intérêts nationaux en matière de sécurité dans l'espace, mais tout en assurant son utilisation pacifique pour qu'on puisse exploiter l'espace pour les intérêts économiques et développer les économies et éviter des effets néfastes de conflits ou d'utilisation non pacifique de l'espace? Merci, Dr. Nate. Je vais commencer en disant que la croissance qu'on a vue en Afrique au cours des dernières décennies avec le développement des programmes spatiaux, c'est dû en grande partie à la coopération internationale. Donc, en termes d'accès à la technologie, accès aux données ou développement des capacités, même développement des infrastructures, pour tout cela, la coopération internationale a été vraiment essentielle. Mais c'est important de noter que ceci s'est réalisé par le biais de ce qu'on pourrait appeler la diplomatie non alignée, où les pays en Afrique ont été très ouverts aux possibilités de travailler avec tout le monde au cours des dernières années. Donc, pour l'acquisition des technologies de la Chine ou de la coopération avec la Russie euh, ou aussi avec les États-Unis, donc ils ont travaillé avec tout le monde. On n'a pas vraiment s'aligné avec un côté ou l'autre de manière générale. Et euh, lorsqu'on se tourne vers l'avenir où les pays en Afrique cherchent à sécuriser leurs intérêts de sécurité nationale, euh, ce principe de non-alliance est vraiment essentiel. Je pense qu'il y a aussi quelques étapes qui seront vraiment nécessaires pour les gouvernements en Afrique. En premier, il faut développer une politique très claire en matière de l'espace. Même s'il y a plusieurs pays en Afrique qui ont déjà un programme spatial, beaucoup d'entre eux n'ont pas une politique directrice ou une politique compréhensive. Ça, c'est vraiment un élément fondamental pour aligner sa vision et pour définir sa vision et ses aspirations en matière de sécurité. Aussi, il faut développer davantage les capacités en matière de connaissance de l'espace, de la sensibilisation. On a certains pays comme l'Angola et l'Égypte qui s'engagent déjà dans une sensibilisation de l'espace et les initiatives internationales, surtout au niveau des Nations Unies. Mais je pense qu'il faut développer davantage ces conversations et pour promouvoir une meilleure compréhension de l'espace. Et je pense qu'on doit avoir de plus en plus de ces conversations et aussi favoriser davantage les partenariats internationaux et les accords qui pourraient te donner un accès aux données pour partager l'expertise des données et renforcer davantage les liens diplomatiques qui vont renforcer l'engagement de l'Afrique vis-à-vis de l'utilisation pacifique de l'espace. Il est aussi important de s'engager à une bonne gestion de l'espace. Si vous voyez le nombre de satellites lancés et ce que les pays africains lancent, c'est un pourcentage minime. Au cours des 20 dernières années, c'est à peu près 60 satellites, ce qui est très insignifiant par rapport à ce que d'autres pays sont en train de faire. Mais on doit quand même déployer des initiatives pour bien gérer ces actifs dans l'espace et assurer la durabilité. Euh, Ceci va démontrer l'engagement africain vis-à-vis de l'utilisation pacifique et la protection de l'espace. Donc, la gouvernance de l'espace, que ce soit dans une participation active au niveau des Nations Unies ou un engagement dans une conversation, l'implication dans des conversations internationales en lien avec les aspirations spatiales d'Afrique. Donc, tout cela est très important au niveau des pays individuels, mais aussi euh, pour plus précisément les agences spatiales des pays en Afrique. Ces alliances sont essentielles. Et en dernier, je dirais que les pays en Afrique doivent aussi
adopter une approche de double utilisation pour les technologies spatiales, où la technologie spatiale peut avoir deux objectifs, des applications civiles et militaires. Les satellites d'observation peuvent être utilisés pour suivre les changements environnementaux pour l'environnement et l'aménagement de la Terre, mais aussi utilisés pour donner des données importantes pour l'atténuation des risques et réponse en matière de catastrophes. En Afrique, souvent, on est très éloigné de cette conversation sur l'espace et les agences spatiales n'ont pas les mandats dans le domaine de la sécurité. Donc, ceci crée une certaine confusion et je pense que les pays doivent élaborer de meilleures politiques pour être sûrs qu'ils puissent vraiment mettre à profit la technologie spatiale. Merci beaucoup. C'était excellent. Et maintenant, passons à une période de questions-réponses. J'encourage les participants à utiliser la fonction chat en bas de votre écran pour poser vos questions écrites pour les panélistes. Vous pouvez afficher vos questions dans n'importe quelle langue, euh, votre langue de choix. Et si vous voulez que je vous reconnais en posant la question, veuillez mettre votre nom aussi dans le chat. Sinon, je vais poser la question de façon anonyme. Et je vais essayer de poser autant de questions aux panélistes qu'on peut dans ce temps qui est assez limité. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions. Donc, commençons, je vais poser une série de trois questions à la fois pour nos panélistes et les panélistes peuvent intervenir dans n'importe quel ordre et on va continuer pendant à peu près 30 à 35 minutes. Une question très intéressante et cela vient du lieutenant Kofi Coucou du Ghana, qui est aussi un ancien participant du CESA, qui dit qu'il n'y a pas beaucoup de pays en Afrique qui ont eu du succès avec la mise en orbite de satellites. Les deux pays ici euh, font l'exception, mais d'autres pays n'ont pas eu autant de succès. Mais pour les pays qui ont eu un succès dans ce domaine, comment est-ce que vous avez développé ces industries et ces technologies? Est-ce que les satellites ont été fabriqués au niveau local ou par des pays étrangers? Donc, pour les pays en Afrique qui ont déjà mis en orbite les satellites, à quel point est-ce qu'ils dépendent des technologies non africaines? Et une question connexe, apparentée, euh, nous voyons de plus en plus de concurrence stratégique dans le domaine spatial et il y a des préoccupations sur la militarisation éventuelle de l'espace ou les menaces et l'utilisation accrue de l'espace pour à des fins non pacifiques. Donc, étant donné l'importance ces questions euh, d'assurer l'utilisation pacifique de l'espace, quelles sont les responsabilités euh, que les pays en Afrique doivent avoir pour naviguer cette question? Et enfin, une autre question. euh, Est-ce que vous pourriez élaborer davantage comment les pays en Afrique utilisent les technologies spatiales, notamment pour améliorer la sécurité à la frontière et pour combattre les menaces comme le trafic, la contrebande et le terrorisme? Donc, est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails par rapport à cette question? Donc, on va commencer avec le docteur Zhao parce que on n'a pas commencé avec vous pour les autres questions et ensuite Tamidayo et on va conclure avec le général de brigade. Docteur Zhao. Oui, merci. Je vais essayer de répondre rapidement à ces trois questions et essayer d'aller tout juste au point central dans l'intérêt du temps. Oui, pour la question de savoir pourquoi il n'y a pas beaucoup de pays qui ont eu du succès avec les satellites, ça c'est parce que, comme je l'ai dit, quand on parle de la partie en amont, il faut avoir ces capacités de lancement. Ça, c'est un grand objectif pour beaucoup de pays. Et même si vous prenez le cas des États-Unis,
En dehors des États-Unis, il y a très peu de pays qui ont ces capacités de lancer des satellites. Et même avec beaucoup d'investissements, il serait impossible pour l'Afrique parce qu'on n'a pas les capacités techniques. On a de plus en plus de sociétés qui fabriquent ces satellites, mais ils ont toujours du mal à pouvoir acquérir les capacités pour pouvoir lancer les satellites. Je pense qu'il faut faire ce que le Brésil a fait, par exemple, et ça, c'est un exemple typique. Ils ont, ils construisent et fabriquent et lancent tout cela avec les capacités renforcées par un partenariat avec d'autres pays. Donc, les pays en Afrique doivent et ça, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Il faut assurer qu'il y ait des partenariats publics-privés très robustes qui pourraient renforcer nos capacités de lancement. Cependant, si je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, et là encore, j'ai peut-être raté quelque chose. Il y a des satellites et ensuite des satellites. C'est une distinction importante. Qu'est-ce que j'entends par cela? Eh bien, et Temedayo, c'est aussi et j'aimerais vraiment souligner ça, c'est que la plupart des pays qui ont lancé des satellites, des satellites qui pèsent 10 à 50 kilos, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ces satellites sont utilisés plutôt pour les démonstrations de la technologie et la durée de vie est très courte. Il y a très peu de choses que ces satellites peuvent faire, surtout à des fins militaires. Cependant, quand vous avez de plus en plus des satellites de plus en plus compliqués et d'une taille plus importante, plus de 500 kilos, par exemple, ça va changer la donne. C'est-à-dire que euh, c'est pas par accident que je dis que seulement 4 pays en Afrique ont des satellites de géocommunication. Chacun de ces satellites pèse 2 tonnes et c'est énorme. Donc, les défis en matière de la génie et passation de marché, il y a beaucoup de questions très compliquées liées à la mise en orbite d'un satellite. Donc, c'est totalement différent s'il s'agit de ces grands satellites. En termes donc de la question de la concurrence, depuis la guerre froide, n'est-ce pas, l'espace a été toujours une question de concurrence, cela n'a jamais changé. Seule chose qu'on a aujourd'hui, c'est que maintenant l'Afrique devient très attrayant dans ce paysage géopolitique. On sait ce qui se passe avec la Russie, la Chine, les États-Unis qui cherchent tous à se positionner en Afrique. Et pour l'espace, ça va aussi dicter qui va diriger l'Afrique. C'est un fait. Donc, cela veut dire que les pays en Afrique vont jouer un rôle important sur l'évolution de ces choses. Qu'est-ce que j'entends? Eh bien, qu'il s'agit de ressources naturelles, sécurité, pour tous ces domaines, on a besoin de la technologie spatiale pour faire ces activités de manière plus efficace. Donc maintenant, avec les agences spatiales en Afrique, l'Afrique est de plus en plus organisée pour jouer ce rôle à des fins pacifiques euh, lorsqu'il s'agit de ces promesses et autres choses. Et en dernier, comment est-ce qu'on peut accroître le contrôle des frontières? C'est une très bonne question. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup recherché. On a fait beaucoup de recherches. Il y a un concept euh, euh, axé sur des images à haute résolution. On peut vraiment détecter les objets. C'est pour ça que j'ai souligné l'importance d'avoir haute résolution. Quand je parle d'images à haute résolution, vous avez des pixels 50-60 centimètres en taille. Cela veut dire que vous pouvez voir point A et point B dans cette dimension. Et si vous utilisez l'IA et vous automatisez le processus, vous pouvez détecter même la botte d'une personne qui traverse une frontière. C'est un exemple typique. Donc, et pour le temps, je vais m'arrêter ici. Mais si vous avez besoin davantage d'engagement par Nate, par le centre CESA, nous pouvons bien sûr vous soutenir. Merci beaucoup. Timodayo, à vous. Merci beaucoup, Dr. Nate. Voyons, où est-ce que je devrais commencer? Il y avait quelques questions auxquelles je voulais répondre. Il y a une question sur le partenariat, la coopération, la façon que l'agenda spatial de l'Afrique peut éviter ces conflits et leurs résultats. La façon que les pays africains fonctionnent aujourd'hui, c'est qu'ils coopèrent avec tout le monde et quiconque.
Vous avez des pays comme l'Afrique du Sud qui qui offrent des infrastructures pour les États-Unis, pour la Russie. Vous avez des pays qui établissent des partenariats avec les grandes puissances. Cela n'a jamais été un problème dans un sens plus général. Et je pense que c'est vraiment une décision qui était correcte, qui a été prise par les pays africains. S'ils veulent acquérir une technologie, ils se tournent vers ceux qui sont prêts à, à leur vendre ceci. Même chose pour les données. Je ne pense pas qu'il y ait eu de conflit à cet égard. Cette question est aussi très bien liée à la question sur comment les pays africains peuvent attirer un investissement étranger pour vraiment contribuer à cet espace, à ce programme spatial. La géopolitique du programme spatial de l'Afrique est configurée de sorte à vraiment... bon, je vais vous donner un exemple. Dans la dernière décennie, la Chine a fait tant de travail en Afrique, à tant de niveaux différents. Et dans cette dernière décennie, les États-Unis, dans les dernières 2 décennies, les États-Unis n'ont pas beaucoup fait avec les pays africains. Alors, à cause de l'intérêt croissant de la Chine en Afrique, vous avez maintenant les États-Unis qui essayent de vraiment prendre plus d'action. Et cela, c'est un résumé du paysage géopolitique. L'espace africain est en croissance. Nous parlons de 20 milliards de dollars de revenus économiques dans la dernière période. Il y a eu des dépenses dans les dernières décennies de 8 milliards de dollars pour construire des infrastructures et acquérir des satellites. Au-delà de l'aspect sécuritaire, il y a vraiment un intérêt économique dans cet espace. Et beaucoup des grandes puissances mondiales s'intéressent à ceci. Et à cause de ceci, vous voyez des pays qui tentent vraiment être en concurrence les uns avec les autres. Et je pense que cela a été avantageux, très avantageux pour les pays africains, parce qu'avec ce paysage actuel, ils peuvent vraiment tirer le meilleur de la Chine, des États-Unis, de l'Europe, et tous les partenaires comprennent aussi que le travail, ou le fait que les pays africains travaillent avec les États-Unis n'élimine pas la possibilité qu'ils soient aussi en coopération avec la Chine et autres. Cela n'affecte pas l'investissement négativement, mais plutôt c'est un effet positif. Pour ce qui concerne l'autre question sur le développement d'une politique spatiale régionale par la CEDEAO n'a pas une politique spatiale régionale. La CEDEAO travaille actuellement sur des satellites régionaux de chefs de division. C'est un programme qui est en cours, mais il n'y a pas de politique spatiale. Et à la question au sujet de 55 pays africains, juste 4 ont pu mettre des satellites en orbite. Je ne pense pas que ça soit correct. Il y a à peu près 60 satellites lancés par plusieurs pays. Ces satellites ont été sous-traités à des entreprises étrangères, par exemple. Des entreprises françaises ont eu plus de 2,5 milliards de contrats avec les satellites en Afrique. D'autres pays tels que la Chine, presque 1 milliard. Les sociétés américaines ont à peu près 250 millions en contrats. La majorité des satellites sont sous-traités et construites par des efforts de collaboration conjointe qui comprennent un transfert de technologie et le développement des capacités. La majorité de ces, la majorité des satellites ont été construits en dehors de l'Afrique, Europe, Chine, Russie. Pour parler de l'Agence spatiale collective, c'est une agence africaine qui existe déjà, qui est basée à Caire. L'essence de l'agence, c'est que ces pays puissent se rassembler, coopérer
et poursuivre un agenda semblable. Je pense que c'est la majorité des questions. Si j'ai oublié une question, nous sommes encore sur les trois questions sur la concurrence stratégique, le terrorisme et la sécurité frontalière. Et je ne pense pas que cela a été abordé. Général, euh, si vous voulez peut-être répondre à ces trois questions, mais la question qu'avait notre collègue quant à comment les pays africains pensent à utiliser les actifs spatiaux pour répondre aux questions sécuritaires aux frontières. Général, vous êtes en sourdine. Mes collègues, j'espère que vous m'entendez, mes collègues ont bien parlé pour répondre aux questions, mais je vais parler pour répondre à la question que vous avez soulevée sur la sécurité frontalière et ce que nous cherchons à faire pour ce qui concerne les activités de surveillance au niveau des frontières et nos activités de suivi dans notre EEZ. J'ai parlé de notre centre de renseignement euh, qui a la mission d'ingérer des données de différents senseurs optiques et autres formes de données utilisant l'IA pour détecter les modifications. Cela devrait être des images de haute résolution pour pouvoir détecter des modifications qui ont lieu donc en mer, décrivant des événements suspects dans la mer et de l'autre côté de la frontière. La technologie existe et cela est possible. Cela exige simplement que vous ayez une résolution plus haute. En fait, que vous ayez vraiment une couverture constante avec un taux de répétition qui permettrait un suivi et qui permettrait de détecter des activités qui ont lieu de part et d'autre des frontières. C'est là que se trouve le défi. Avoir des données satellitaires qui sont rafraîchies toutes les 2 heures, c'est là que nous voyons des difficultés. Cela exigerait un énorme investissement ou une souscription, une inscription, donc, ou un abonnement plutôt, pour vraiment avoir cette constellation satellitaire. Nous avons déjà entamé ces discussions en vue de réaliser cette capacité à cause des problèmes, des défis et des enjeux sécuritaires en Afrique. Ces menaces sécuritaires transfrontalières sont vraiment importantes et il faut que nous les relevions au jour le jour. Pour- À une échelle plus importante, pour ce qui concerne notre processus, je pense que le contexte, les priorités ont tendance à être différents. Il y a des pays qui considéreraient des priorités dans les communications satellitaires qui pourraient expliquer pourquoi nous n'avons que 4 pays africains qui ont lancé ou qui gèrent des satellites de géocommunication. Kenya, nous pensons que nous devrions nous concentrer plutôt sur l'observation parce que nous voyons les défis et les opportunités qui nous confrontent au niveau socio-économique et nous pensons que l'investissement serait plus productif dans ces capacités-là. Nous avons lancé nous avons lancé un satellite l'année passée, un petit satellite. L'approche est assez simple et la raison aussi, à mon avis. Oui, il est possible d'entrer dans un système de passation de marché, d'acquérir un satellite de 2 tonnes. C'est très faisable. Mais nous étions de l'avis que
le niveau auquel nous nous trouvons au Kenya, le rythme auquel nous voulions croître, qu'il s'agisse du génie spatial ou même en aval dans l'exploration des données. Vous pouvez avoir un satellite d'observation, mais vous n'avez pas la capacité de vraiment pour pleinement exploiter les données que vous recevez. Nous pensions que cela devrait avoir lieu en tandem, même en renforçant vos capacités de génie spatial qui exigent que vous ayez la masse critique bien formée, en mesure de concevoir et de développer un petit satellite. M- Même avec tout cela, il vous faut quand même l'infrastructure pour réaliser les simulations et la fabrication, faire le montage, l'intégration. Il y a en fait beaucoup d'éléments pour ce qui concerne l'infrastructure, la capacité qui doivent exister afin de développer les systèmes de façon intégrale en tant qu'Africains. Dans notre approche, donc, nous avions une équipe de nos propres ingénieurs qui ont participé à la conception. Il a fallu qu'ils passent par un renforcement de capacité avec un partenaire en Europe de l'Est, la Bulgarie. Alors pour ce qui concerne la conception, cela est essentiellement réalisé par notre équipe, mais les simulations, la fabrication ont été faites par notre partenaire. L'assemblée, l'intégration, le testing ont été faits par notre partenaire pour que nos ingénieurs aient de l'expérience dans ce qu'il faut faire dans ce domaine du génie spatial. Il est important aussi que nous commencions à une petite échelle, de sorte à ce que nos ingénieurs apprennent comment non seulement développer un satellite, mais ce que cela exige en termes de, une fois que ça s'est lancé, pour ce qui concerne les opérations spatiales, comment est-ce que vous établissez les communications? Comment est-ce que vous suivez ce satellite? Comment est-ce que vous donnez à ce satellite certaines tâches à réaliser? Comment vous occupez-vous des opérations terrestres? Comment ensuite faut-il traiter ces données? Parce que tout cela est très important. Il y a donc beaucoup de considérations dans le domaine du renforcement des capacités qui doivent être réalisées de façon progressive. Les approches donc sont différentes, tout comme les contextes. Il y a des pays qui se concentreraient sur l'observation et d'autres qui se concentreraient sur d'autres types de satellites pour répondre à leurs propres besoins au niveau national et à leurs exigences. Je pense que c'est bon. J'aimerais avoir encore une ronde de questions. Il nous reste 15 minutes. Un des aspects que vous avez souligné de différentes façons, c'est que quand on parle de la façon que les pays africains naviguent la concurrence stratégique croissante, cela ressemble à la façon qu'ils s'y prennent dans d'autres domaines technologiques, comprenant qu'ils ne vont pas prendre, ils ne vont pas donc choisir différents côtés. Et quand on parle des institutions régionales telles que la CEDEAO, il n'y a pas une énorme capacité donc de fixer des positions politiques conjointes, même si les Africains ne sont pas les leaders dans ce domaine technologique. Je pense qu'il y a quand même la possibilité d'un leadership sur le côté politique, réglementaire et coopération internationale. Et je pense que nous voyons les nations africaines jouer un rôle plus important dans beaucoup de domaines technologiques. Je pense on va probablement continuer à voir ça dans le domaine spatial. Sur cela, je pense qu'il y a trois questions que j'aimerais poser en conclusion. On a eu quelques commentaires ou questions à propos de l'importance des stratégies régionales et le rôle des organes et des institutions régionales. Et notamment, il y avait une question, et Timidayo a fait allusion à cela dans sa réponse déjà, mais est-ce qu'il est possible ou faisable pour la CEDEAO ou l'Union africaine de pouvoir lancer leur propre satellite? Quelles sont les utilisations potentielles pour un tel satellite? Quelles sont les préoccupations qu'on pourrait avoir en matière de coopération régionale et internationale, surtout lorsqu'il s'agit
de la question de propriété de cette technologie spatiale et surtout du point de vue de la sécurité nationale. Une deuxième question apparentée qui a été posée est de savoir comment les Africains pourraient attirer plus d'investissements étrangers dans les secteurs spatiaux. Temidayo a dit qu'il y a eu déjà des investissements de l'ordre de 8 millions de dollars. Il y a beaucoup d'intérêt, même s'il y a des coûts assez importants. Est-ce que vous pourriez donc parler davantage de ce que les pays en Afrique font pour attirer plus d'investissements? Et pour ceux qui s'intéressent, ce qu'on pourrait faire pour attirer plus d'investissements en dépit des coûts significatifs pour ces programmes spatiaux. Et une dernière question est le General Kip Koski. Vous avez parlé de ça de manière si éloquente, mais comment est-ce que les pays en Afrique qui souhaitent devenir des pays dans l'espace, comment est-ce qu'ils pourraient continuer de développer l'expertise nécessaire pour développer et gérer cette infrastructure spatiale? Euh, on a déjà parlé du fait que le Kenya a commencé avec un petit satellite pour former plus d'ingénieurs. Ça, c'est un modèle, mais je suis curieux de savoir quelles sont d'autres approches utilisées par l'Angola ou d'autres pays sur le continent. Donc, les stratégies régionales, attirer plus d'investissements et développer l'expertise. Ce sont les trois dernières questions générales. Kip Koske, on va commencer avec vous. Est-ce que vous pourriez répondre à n'importe quelle de ces trois questions? Oui, donc en termes d'attirer des investissements étrangers, je pense qu'il est important euh, d'avoir un système qui va développer un environnement propice pour les investissements. Évidemment, il faut avoir des institutions, et des politiques et des cadres juridiques et réglementaires robustes qui peuvent protéger ces investissements étrangers et rendre le climat plus attrayant. Bien sûr, il faut aussi garantir qu'il y a cette infrastructure favorable, que ce soit les infrastructures en matière d'informatique et communication, etc. Donc, ces aspects sont essentiels, mais aussi, il faut avoir une population bien instruite, éduquée. Ça, c'est aussi des points d'attraction pour les investissements étrangers. Et aussi le climat politique qui est stable. Je pense que ce sont des ingrédients essentiels pour attirer les investissements étrangers. Mais ce qui est encore plus important, comme protéger, la question de protéger la propriété intellectuelle et les technologies associées à ces investissements. Donc, il faut avoir un système, un régime très fort pour la protection de la propriété intellectuelle. Voilà quelques aspects qui viennent à l'esprit lorsqu'il s'agit d'attirer plus d'investissements étrangers. Maintenant, comment constituer cette expertise? Oui, à mon avis, je crois qu'il est important parce que, bon, on peut toujours avoir un plan stratégique, ça c'est essentiel, mais comment est-ce qu'on peut développer ses capacités au fil du temps en termes non seulement de l'acquisition des systèmes, mais aussi il y a une rupture de sa connexion. Donc, il faut avoir une approche holistique, non seulement en termes de l'acquisition, mais aussi le maintien et l'utilisation de ces technologies. Voilà quelques aspects qui viennent à l'esprit lorsqu'il s'agit de ces deux sujets. Merci. Merci. Temidayo, à vous maintenant. Merci beaucoup, Dr. Nate. Je vais répondre à la question liée aux investissements. Je pense que l'un des plus grands problèmes pour les programmes spatiaux en Afrique aujourd'hui, c'est le fait que la majorité des institutions gouvernementales et des agences gouvernementales veulent tout faire elles-mêmes.
Si on regarde l'industrie spatiale au niveau international, le secteur privé est vraiment au centre de. C'est le secteur privé qui va innover, va construire et fabriquer des produits et des services qui peuvent ensuite être mis au service pour les institutions gouvernementales. Mais en Afrique, c'est cet aspect du secteur privé qui manque largement. Et on voit que ces agences gouvernementales veulent tout faire. Si vous avez une industrie où les institutions gouvernementales, c'est l'entité principale, il serait très difficile d'attirer des investissements parce que, en fin de compte, on doit dépendre du gouvernement pour investir et l'État n'est pas forcément prêt à faire cela. Donc, il faut aussi associer le secteur privé. Dans les dernières décennies, euh, on a mobilisé à peu près 200 millions de dollars dans les différents secteurs d'espace en Afrique et cela vient des investissements étrangers. Donc, il y a des fonds qui existent, mais je pense qu'il faut modifier le paysage pour mieux attirer ces investissements. Le budget annuel de l'espace pour l'Afrique, maintenant, c'est à peu près 500 millions de dollars, ce qui est assez bas. Mais de passer de 500 millions de dollars par an à un endroit où vous pouvez avoir des milliards de dollars en investissement de la part des investisseurs africains et étrangers, il faut changer d'approche. Le gouvernement peut être au centre. Il faut aussi mettre l'accent sur le secteur privé pour innover et fabriquer et vendre ses produits. Je pense qu'il y a aussi un grand problème. Les pays en Afrique coopèrent entre eux, mais et en fait, selon l'une des études que nous avons menées, nous avons constaté que parmi tous les accords de coopération signés par les agences spatiales en Afrique au cours des 20 dernières années, seulement 15% de ces accords ont été signés entre les pays africains. Donc, essentiellement, les pays africains signent de plus en plus d'accords, mais ce sont des accords avec les partenaires et les institutions étrangères et il y a un manque de coopération parmi les pays africains. C'est pour cela que les initiatives telles qu'une agence spatiale africaine est essentielle pour amener les pays sur le continent à collaborer davantage parmi eux, pour réduire les doublons parce que tout le monde cherche à développer des satellites, mais l'Angola a une satellite de communication, le Maroc a une satellite d'observation. Donc, ces pays peuvent partager les données et les ressources avec les pays avoisinants. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Et ça, c'est aussi à cause des questions et des problèmes de coopération parmi les États africains. Et nous espérons que l'Agence spatiale africaine va aborder ce défi et dans un avenir proche, il est possible que cette agence spatiale africaine va lancer ses propres satellites qui peuvent assurer une couverture du continent et partager les données parmi les pays. Mais encore plus, on doit intégrer davantage l'infrastructure existante et élaborer des politiques de partage de données pour qu'on puisse éviter des doublons et des redondances dans cette industrie. Merci, Dr. Zhao. Le dernier mot à vous. Oui, merci, Dr. Allen. Merci de m'avoir donné la parole encore une fois. Et je n'ai même pas vu le temps passer. Cette discussion était tellement intéressante. Et ce que tout le monde a dit, mes frères Temidayo et Hilary, nous aimons vraiment ce travail que nous faisons quotidien et nous voulons vraiment améliorer le paysage en Afrique pour l'espace. Mais je vais commencer avec la question fondamentale. Et euh, euh, on a déjà vu cette approche euh, depuis longtemps, un certain temps dans les pays en Afrique. Nous commençons à examiner davantage cette approche de collaboration entre nos pays. L'Angola partage déjà une initiative avec les pays de SADC. On a déjà décidé de fabriquer notre propre satellite de communication au niveau régional parce on s'est dit que ça n'a pas de sens que chacun de ces pays le font eux-mêmes. L'Angola l'a déjà fait et pourquoi est-ce que le Botswana doit le faire et l'Afrique du Sud? Donc, on s'est donné le mandat et on a partagé cette initiative depuis 2019 pour la conception d'une stratégie et d'une politique et d'un programme pour
fabriquer notre propre satellite de communication pour la région de SADC. Un autre exemple d'initiative régionale, on parle de l'Agence spatiale africaine. Cette agence, aujourd'hui, veut éviter les doublons et nous voulons mieux regrouper nos efforts. Et on a déjà rencontré l'Agence spatiale d'Italie et on s'est dit, l'Italie a travaillé avec le Kenya et l'Égypte déjà avec beaucoup de succès. Pourquoi est-ce qu'on va dupliquer cet effort? On donne, euh, au- on, on doit partager ces modèles déjà donnés au Kenya et à l'Égypte avec d'autres partenaires. Donc, je pense qu'il faut favoriser davantage cette discussion sur l'approche régionale. Lorsqu'il s'agit d'attirer les investissements étrangers, peu importe si vous êtes Elon Musk ou pas, si vous n'avez pas l'appui politique, vous ne pouvez rien faire. Pour attirer les investissements directs étrangers, la sphère politique, la volonté doit être vraiment sur euh, la priorité. Il faut montrer aux investisseurs qu'on a tout en place. Je vous donne un exemple. Il y a 5 ans, l'Angola est un pays qui n'était pas tellement attrayant pour d'autres partenaires. Et lorsque notre président a pris ses fonctions, on a vu maintenant un intérêt de haut niveau des États-Unis. On a eu des visites des délégations américaines. Et en fait, le président Biden va venir bientôt aussi pour une visite. Donc, notre présidence a décidé de vraiment frapper à toutes les portes des différents pays qui sont les grandes puissances et de dire oui, nous sommes ici maintenant. L'Angola est là, voilà nos installations déjà et voilà ce que nous cherchons à développer. Mais parfois, c'est compliqué parce que il y a une approche du bas vers le haut, mais cette approche, parfois, euh, pose des obstacles dans le processus. Nos politiciens doivent jouer un rôle vraiment prioritaire dans tout cela. Kenya a donné l'exemple et l'Angola aussi. Et et je ne sais pas, je ne pense pas que c'est une grande surprise pourquoi le président Biden a décidé de visiter l'Angola parmi les 55 pays d'Afrique. Et maintenant, pour la question de savoir, il y avait une troisième question. J'essaie de voir si je l'ai bien noté, qui est à propos. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me rappeler de la dernière question, Dr. Allen? Le domaine de l'expertise. Dans la construction, oui. Je pense que je vais relier cela à ce que disait Tim Dayo du secteur privé. Quand la NASA et les grandes agences spatiales ont été créées, c'était le gouvernement qui était à la base de cela. Ils ont mis des milliards de dollars dans ce secteur pour que ce secteur privé croisse. En Afrique, nous avons d'autres défis. Nous avons un autre contexte. Timidayo a raison. Nous avons vu plus d'activités dans le secteur privé, mais je suis très pragmatique. Normalement, ce que nous avons dans le secteur privé en Afrique, ce sont vraiment des enthousiastes, mais pas, ce ne sont pas de grandes entreprises. Cela veut dire que si on veut vraiment renforcer le secteur privé et le développer, il faut inviter les grands investisseurs de l'extérieur de venir et donc d'établir des partenariats pour créer des PPP, pour vraiment faire croître le secteur privé en Afrique. Et avec la nouvelle économie de l'espace qui est en boom, je pense que nous avons cette chance. Et je suis d'accord avec Timidayo. Nous avons vu plus d'entreprises s'intéresser à investir dans l'espace en Afrique. Nous avons vu des personnes qui viennent avec cette connaissance en technologie. Pour ce qui concerne l'expertise, pour conclure, je continue de dire que quelquefois vous pensez savoir, mais vous ne savez pas, n'est-ce pas? Et j'entends cela tous les jours. Mais nous avons fait cela en Angola à partir de zéro. Il y a 10 ans, nous ne savions pas ce que c'était l'espace. Quand nous avons lancé notre programme stratégique de l'espace, nous pensions savoir ce que nous faisions. Mais la seule façon qu'on a appris comment faire ceci, on s'est assis avec les meilleurs, les Russes, les Américains, les Français. On est allé dans la filière où ils construisaient les technologies de pointe, la conception, la construction. J'ai passé moi-même une année
dans une installation d'IA parce que je poussais des idées qui n'étaient pas possibles. Après 6 mois, je me suis rendu compte que je ne savais pas ce que je faisais. Cela veut dire qu'en tant qu'Africains, il faut que nous apprenions en premier. Il faut apprendre ce que nous ne savons pas pour ensuite pouvoir aller de l'avant avec nos programmes spatiaux. Ce sont mes dernières remarques. Excellent. Cela conclut notre webinaire. Quelques enseignements clés, mais nous sommes arrivés à la fin. Si vous voulez partir, mais j'aimerais partager quelques idées clés. Nous avons entendu des illustrations clés de l'importance de l'espace pour la sécurité africaine, c'est-à-dire les images de haute résolution, les communications sécurisées, donner aux pays africains plus de conscience quant à l'utilisation de leurs ressources naturelles, la sécurité donc hydrique et alimentaire. Voici pourquoi ces capacités deviennent de plus en plus abordables. Je pense qu'on a parlé de 500 livres. C'est le niveau où vous avez un satellite avec des capacités militaires et stratégiques sérieuses. Allez, à un coût de 750 000 dollars maintenant, mais plus tard dans l'avenir, ou à l'avenir, ça se réduira peut-être à 250 000. Mais quels sont les problèmes, les enjeux? Il y a plutôt moins de problèmes du côté de l'acquisition et plus du côté du renforcement des capacités. Il y a vraiment un besoin, j'ai entendu, pour les gouvernements africains, des agences spatiales, donc d'apprendre des meilleurs pour qu'ils puissent élaborer des cadres stratégiques pour vraiment exploiter cette filière et ses capacités croissantes. C'est ce que j'entends vraiment. Un besoin dont je n'étais pas conscient, en fait. Finalement, nous avons beaucoup parlé de préoccupations, d'autonomie, de dépendance sur différents acteurs externes pour la technologie spatiale. Malheureusement, je ne pense pas que cela disparaisse. C'est ce à quoi ce à quoi ressemble cet espace spatial. Il y a beaucoup de discussions d'un facteur d'atténuation dans le rehaussement de la coopération régionale, le fait de forger des positions communes sur l'utilisation pacifique de l'espace, renforcer la communication axée sur l'espace, éviter la duplication si un pays africain a ou une région a un satellite de bonne qualité. Il devrait y avoir des protocoles en place qui permettent le partage de ces données, qui vont donc amoindrir ces dépendances. Je vais donc vous encourager tous à penser à différentes façons de rehausser la coopération régionale, travailler donc par le biais de vos gouvernements, de l'UA et des organisations régionales pour ce faire. Et j'espère que cette conversation va continuer dans les mois et années à suivre. Alors, merci aux panélistes pour vraiment une discussion très, très intéressante et éclaircissante sur les dimensions stratégiques de l'espace. Il s'agit vraiment d'un sujet riche et intéressant. J'espère qu'on a pu quand même accroître la conscience de la communauté africaine sur l'importance du domaine de l'espace. Je vous souhaite à tous une merveilleuse soirée ou après-midi. J'aimerais vous remercier, Dr. Joao, Monsieur Timodoyo, Dr. Kiko Koskei, pour avoir partagé vos brillantes idées avec nous aujourd'hui. J'espère que ça sera le point de départ d'une conversation plus approfondie. Merci.